La musique, les costumes, les cheveux, il n'y a qu'un seul ABBA. Et après des décennies passées à suivre leur propre chemin, Benny Andersson est une légende de la musique depuis des décennies. Tant que l'un des cerveaux derrière ABBA, il a offert au monde des chansons qui nous font encore chanter et danser aujourd'hui. Mais derrière les paillettes et les succès tête des hit parades, la vie n'a pas toujours été facile. La séparation d'ABBA a été un coup dur et Benny a fait face à des luttes personnelles et familiales que peu de fans connaissaient. Il a gardé la plupart de ses choses privées, choisissant de laisser la musique parler pour lui, mais aujourd'hui, à 78 ans, Benny s'est enfin ouvert sur la vérité, sur elle, sur son passé et sur ce qui se passe réellement avec ABBA aujourd'hui. Rejoignez-nous pour examiner de plus près le parcours de Benny depuis le début et voir ce qu'il a finalement confessé. La jeunesse et les premiers pas dans la musique. Benny Andersson est né le 16 décembre 1946 dans le quartier de Vasan à Stockholm. Son père, Gasta Andersson, était ingénieur civil et sa mère, Lekka Leila. Il avait une sœur cadette, Eva-Lise, née 1948. La musique était dans son sang depuis le début. Son père et son grand-père Ephraim jouaient tous deux de l'accordéon. Quand Benny a eu 6 ans, ils lui ont acheté son propre accordéon et l'ont initié à la musique folklorique suédoise, à la musique traditionnelle et à un style appelé Schlager. Il a rapidement développé un amour pour toutes sortes de musique. Les premiers disques qu'il a possédés étaient Dubis Music de Katharina Valente et Jailhouse Rock d'Elvis Presley. Il aimait particulièrement la chanson Treat Me Nice sur la face B parce qu'elle avait un piano. Ce mélange de différents styles musicaux l'influencera tout au long de sa vie. À l'âge de 10 ans, Benny a eu son propre piano et a appris à jouer tout seul. Il était inspiré par des musiciens comme Brian Jones. L'école ne l'a pas intéressé longtemps, alors il l'a quitté à 15 ans et a commencé à se produire dans des clubs de jeunes. Pendant cette période, il a rencontré sa première petite amie, Christina Granville. Ils ont eu 2 enfants ensemble, Peter, né 1963, et Hélène, née 1965. Au début de 1964, Benny et Christina ont rejoint un groupe appelé Helvret's Spellman Slag, ce qui signifie le groupe de musique folklorique du Conseil d'électricité. Le nom était une blague amusante à propos de leurs instruments électriques. Ils jouaient principalement des chansons instrumentales comme Baby Elephant Walk, et c'est à ce moment-là que Benny a commencé à écrire ses premières chansons, The Hep Stars et Rising Fame. Octobre 1964, la carrière de Benny a fait un grand pas avant lorsqu'il a rejoint le groupe de pop, les Hep Stars, tant que leur claviériste. Quelques mois plus tard, mars 1965, le groupe a fait sa percée avec la chanson à succès Cadillac. Les Hears sont rapidement devenus l'un des groupes de pop suédois les plus célèbres des années 1960. Benny est devenu non seulement leur claviériste, mais aussi la principale force musicale derrière le groupe, ainsi qu'une idole des adolescents. Au début, le groupe jouait principalement des reprises de succès internationaux, mais Benny a rapidement commencé à écrire des chansons pour eux. Il a donné au groupe plusieurs grands succès, notamment No Response, Sunny Girl, Wedding, Consolation, It's Nice to Be Back et She Will Love You. Ces chansons ont contribué à façonner leur identité et ont prouvé le talent de Benny pour créer une musique mémorable. Benny a rencontré Björn Ulvaeus juin 1966 et les deux ont rapidement commencé à écrire des chansons ensemble. Leur première chanson était Isn't It Easy to Say qui a ensuite été enregistrée par les Hep Stars. Benny a également travaillé avec Lasse Berg Hogan et ensemble ils ont écrit plusieurs chansons. L'une de leurs participations, Edge Clone, est arrivée deuxième au Festival Mélodie 1969. Finale du concours de chansons Eurovision Suède. Ce même événement a changé la vie de Benny d'une autre manière. Il a rencontré la chanteuse Annie Fridlingad et ils sont rapidement devenus un couple. Vers la même époque, Björn a rencontré la chanteuse Agneta Falskog. Ces relations personnelles ont naturellement conduit à une étroite collaboration entre les quatre dans les années qui ont suivi. Benny et Björn ont marqué leur premier succès d'écriture de chansons 1969 avec Luva Sexatal pour Brita Borg et Spellman pour les Hep Stars.
Alors que les deux couples ont commencé à s'aider mutuellement lors des sessions d'enregistrement, le mélange puissant des voix d'Agnea et d'Annie Fred a convaincu Benny et Björn de modeler leur groupe sur des groupes vocaux mixtes à succès de l'époque. La connexion de Benny avec Annie Fred a également grandi grâce à la musique. Il a produit son single de 1969, Peter Pan, et plus tard son premier album, Freda 1971. Elle est restée occupée avec des critiques et des spectacles de cabaret à Stockholm, tandis qu'Agneta a joué dans la version suédoise de Jesus Christ Superstar 1972. Au début des années 1970, les quatre se soutenaient mutuellement dans leurs carrières musicales, jetant les bases de quelque chose de plus grand, le début d'ABBA. La première fois que les quatre se sont produits ensemble, c'était avril 1970, lors d'un voyage à Chypre. Ils ont chanté pour le plaisir sur la plage, mais cela s'est transformé en concert improvisé pour les soldats des Nations Unies stationnés là-bas. Vers cette époque, Benny et Björn enregistraient leur premier album commun, Lika, avec Agneta et Annie Fred, fournissant des chœurs sur plusieurs morceaux. Plus tard cette année-là, ils ont lancé un spectacle sur scène appelé Fest Focus, qui signifie fêtard, mais peut aussi signifier couple fiancé. Ils l'ont lancé le 1er novembre 1970 à Gothenburg. Le spectacle a reçu des critiques principalement négatives, à l'exception de leur performance de Edge Gamman et Hello Allman, qui est devenu leur premier succès ensemble. Crédité à Björn et Benny, la chanson a atteint la 5e place des ventes et est restée numéro 1 sur Svenskapen pendant 15 semaines. 1971, les quatre travaillaient plus souvent ensemble, ajoutant des voix aux chansons des autres et tournaient. Benny et Björn ont sorti plus de singles comme Date, Can, Ingen, Dr. Alpa. Aucun médecin ne peut t'aider avec ça. Et tant comme Jordan, Vorang imagine si la Terre était jeune avec les voix d'Agneta et Annie Frereded, jouant un rôle plus important à l'été 1971. Agneta et Björn, maintenant mariés, ont commencé à se produire régulièrement avec Benny dans les parcs folkloriques suédois. Anderson, le chef de la musique polaire, croyait fermement que Benny et Björn pouvaient atteindre un succès mondial. Il les a encouragés à continuer à écrire et après quelques échecs manqués, ils sont entrés au Festival de la Mélodie 1972 avec Sagde, Date Met et Say It With A Song qui est arrivé 3e et est devenu un succès suède. Puis un succès inattendu est venu du Japon où leur chanson She's My Kind of Girl a fait son chemin dans le top 10 1972. La véritable étincelle est venue juin 1972 quand ils ont sorti People Need Love avec Agneta et Annie Frereded vedette plus évidence. Il a été crédité à Björn et Benny, Agneta et Annie Frered. Et bien qu'il n'ait atteint que la 17e place suède, c'était suffisant pour prouver qu'ils avaient quelque chose de spécial. Il s'est même classé aux États-Unis, marquant le premier petit pas vers ce qui allait bientôt devenir le succès mondial d'ABBA. Ring Ring est la naissance du nom ABBA. 1973, le groupe toujours sous le long nom de Björn et Benny, Agneta et Annie Fred sont entrés à nouveau à Melodfestivalen avec leur chanson Ring Ring. Le producteur Michael B. Tritto a donné à la piste une sensation spéciale de mur de son qui deviendrait plus tard la signature d'ABBA. La chanson a également reçu des paroles anglaises de Neil Sedaka et Phil Cody. Beaucoup pensaient qu'elle gagnerait, mais elle n'est arrivée que 3e au concours. Même si elle n'a pas participé à l'Eurovision, la chanson et l'album Ring Ring sont devenus des succès dans plusieurs pays européens et Afrique du Sud. La même année, Agneta a eu sa fille Linda et a été brièvement remplacée par Inger Brun pour un voyage Allemagne de l'Ouest. Vers cette époque, le manager Stig Andersson a décidé que le groupe avait besoin d'un nom plus court. Il a commencé à les appeler ABBA, un clin d'œil amusant à une entreprise suédoise de conserve de poissons du même nom. La permission a été accordée à condition que le groupe ne déshonore pas la marque. ABBA était simplement les premières lettres du prénom de chaque membre et à la fin de 1973, il est apparu sur les documents de studio.
Quelques années plus tard, leur célèbre logo avec le Belantaviotaki et l'écuyer à l'envers a été créé lors d'une séance photo lorsque Benny a accidentellement tenu sa lettre à l'envers, inspirant le design final. 1976, le B miroir est devenu une partie permanente de l'image d'ABBA. Waterloo dans les années de la percée. 1964, ABBA a été invité à participer à nouveau au Melody Die Festival. Ils ont choisi l'optimiste Waterloo, influencé par la scène glam rock au Royaume-Uni. Cette fois, ils étaient plus expérimentés et mieux préparés. Le 9 février 1974, ils ont remporté la sélection suédoise et le 6 avril, ils ont remporté la couronne du concours Eurovision de la chanson chantant anglais. La victoire a ouvert des portes à travers l'Europe. Waterloo a atteint la première place dans 9 pays et a fait son chemin dans le top 10 américain, atteignant la 6e place. Leur single suivant, Honey Honey, a connu un succès modéré, mais au Royaume-Uni, leur label a choisi de rééditer Ring Ring à la place. Certains ont commencé à se demander s'il n'était qu'un one-hit wonder. À la fin de 1974, ils ont visité certaines parties de l'Europe, mais tous les spectacles ne se sont pas vendus, ce qui a forcé certaines annulations. Les choses ont changé au début de 1975 lorsqu'ils ont visité la Scandinavie et ont joué devant des salles combles. Ils ont continué à sortir des singles, y compris SOS et MMA Mia, qui sont devenus d'énormes succès Europe et Australie. Australie, leurs chansons ont dominé les charts grâce à Countdown de la télévision. Mamma Mia est resté numéro 1 pendant 10 semaines. Au début de 1976, ABBA était devenu un nom familier dans de nombreux pays, bien qu'il soit encore difficile de percer sur le marché américain des albums. Mars 1976, ABBA a sorti Greatest Hits, leur premier album numéro 1 au Royaume-Uni qui comprenait la nouvelle chanson Fernando. Elle est devenue l'un de leurs plus grands succès de tous les temps, se classant tête des charts dans au moins 13 pays et se vendant à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde. Plus tard cette année-là, ils ont sorti Arrival, qui a porté leur succès à un nouveau niveau. L'album comprenait Money, 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 Knowing Me, Knowing You et leur plus grand succès, Dancing Queen, qui s'est classé tête des charts dans le monde entier, y compris aux États-Unis. Janvier 1977, ils ont lancé leur première grande tournée, commençant en Norvège et voyageant à travers l'Europe avant de se diriger vers l'Australie. Là, ils ont joué devant d'énormes foules malgré des défis comme de fortes pluies et même une alerte à la bombe à Perth. La tournée australienne était si intense qu'elle a ensuite été capturée dans ABBA le film. À la fin de 1977, ils ont sorti ABBA l'album aux côtés du film. Puis, avril 1969, ABBA a sorti Voul's Vue, enregistré partie dans les célèbres Criteria Studios de Miami. Il comprenait des succès comme Chiquitita, I Have a Dream et Does Your Mother Know. Bien que les singles n'aient pas tous atteint la première place au Royaume-Uni, ils ont été des succès belgiques et populaires dans de nombreux autres pays. Plus tard cette année-là, ils ont sorti Greatest Hits Walden 2 qui présentait Gimme, 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 A Man After Midnight, un autre succès international. Septembre 1969, ils ont commencé ABBA, la tournée Amérique du Nord, jouant dans des arénas à guichets fermés. La tournée a continué Europe, y compris 6 Nights à la Wembley Arena de Londres. 1980, ils se sont rendus au Japon pour 11 concerts à guichets fermés, leur dernière grande tournée. Juillet de la même année, ils ont sorti The Winner Takes It All, que beaucoup pensaient refléter le divorce de Björn et Agnesa, bien que les deux aient nié que ce soit personnel. Novembre, ils ont sorti Super Trooper qui a battu des records au Royaume-Uni avec plus d'1 million de précommandes. Sa chanson-titre était leur dernier numéro 1 au Royaume-Uni. Vers cette époque, ABBA a également enregistré Gracias por la Musa, un album langue espagnole qui est devenu extrêmement populaire en Amérique latine et a ouvert un nouveau public pour le groupe. Leur musique avait maintenant atteint tous les coins du globe, mais leur histoire avait encore plus à se dérouler. Les Visiteurs et le début de la fin. Janvier 1981, Björn Ulvaeus a épousé Lena Kärjo et le manager d'ABBA, Stig Andersson, a eu 50 ans. Pour son anniversaire, le groupe a enregistré une chanson spéciale appelée Hovas Vittna Hommage.
Seulement 200 copies vinyle rouge ont été faites et données aux invités, ce qui fait l'un des disques les plus rares d'ABBA. Un mois plus tard, Benny Andersson et Annie Fred Lyngstad ont annoncé qu'ils divorçaient. Il a été révélé que leur mariage avait été difficile pendant des années et Benny avait déjà rencontré Mona Norley, qu'il a épousée novembre de la même année. Malgré les luttes personnelles, Andersson et Ulvaeus ont commencé à écrire des chansons au début de 1981 et mars, le groupe enregistrait à nouveau. Avril, ils ont filmé Dick Cavett Meets ABBA, une émission spéciale de télévision. Leur nouvel album The Visitors est sorti plus tard 1981. C'était un disque plus mature, traitant de thèmes comme les relations ratées, l'oppression politique, le vieillissement et la perte d'innocence. La chanson-titre laissait même entendre des réunions secrètes contre les gouvernements totalitaires. One of Us était le seul single majeur de l'album et est devenu le dernier numéro 1 d'ABBA Allemagne et leur dernier top 3 au Royaume-Uni. L'album s'est classé tête des charts dans de nombreux pays européens, mais n'a pas égalé le succès commercial antérieur dans des endroits comme la France, l'Australie et le Japon. Une autre chanson, When All Is Said and Done, est sortie Amérique du Nord et est devenue le dernier top 40 d'ABBA aux États-Unis. Elle abordait également la séparation, mais sur un ton plus optimiste. Avec le divorce de Benny et Freda maintenant public, des rumeurs ont circulé sur les tensions au sein du groupe, lutte d'enregistrement et singles finaux. Au printemps 1982, le groupe a commencé de nouvelles sessions d'écriture de chansons. Il y a eu des discussions sur un nouvel album et même une petite tournée. Mais mai et juin, le processus s'avérait difficile. Ils n'ont réussi à enregistrer que 3 chansons, You Owe Me One, I Am the City, et Just Like That. Benny et Björn n'étaient pas satisfaits des résultats, alors les enregistrements ont été mis de côté et le groupe a pris une pause estivale. Août, les plans ont changé. Au lieu d'un nouvel album, ils ont décidé de sortir une compilation appelée The Singles, The First 10 Years pour Noël, qui comprendrait tous leurs succès précédents, plus quelques nouvelles chansons. Octobre et décembre, ils ont sorti The Day Before You Came avec Cassandra comme Face B et Under Attack avec You Owe Me comme Face B. The Day Before You Came est devenu un top 5 dans plusieurs pays européens, mais au Royaume-Uni, ni lui ni Under Attack n'ont atteint le top 20. L'album de compilation, cependant, est allé au numéro 1 au Royaume-Uni et Belgique et a bien performé dans des pays comme l'Allemagne et les Pays-Bas. Under Attack a fini par être le dernier single d'ABBA avant de se séparer. I Am the City est finalement sorti 1993, tandis que Just Like That n'est jamais sorti entier malgré les demandes des fans. Des parties ont été retravaillées pour d'autres projets comme la comédie musicale Chess. Benny et Björn ont continué à refuser de sortir la version complète d'ABBA, même si elle est apparue sur des bootlegs au fil des ans. Les dernières apparitions pour promouvoir les singles les 10 premières années. ABBA s'est rendu à Londres novembre 1982, apparaissant dans des émissions comme Saturday Superstore et The Late Late Breakfast Show. La semaine suivante, ils se sont rendus Allemagne de l'Ouest pour se produire dans Show Express. Le 19 novembre 1982, ils ont fait leur dernière apparition à la télévision suède dans l'émission Nojas Massinan. Puis, le 11 décembre 1982, ils se sont produits ensemble pour la toute dernière fois. Cela a été diffusé au Royaume-Uni dans l'émission Late Late Breakfast Show avec Noel Edmonds via une liaison directe depuis un studio de télévision à Stockholm. Cela a marqué la fin d'une ère, clôturant le chapitre sur l'un des groupes pop les plus populaires que le monde ait jamais vu. Les 2 histoires d'amour qui ont défini ABBA. Vous voyez, ABBA était plus qu'un simple groupe avec des chansons accrocheuses et des costumes scintillants. C'était 2 couples de la vie réelle. Agnit Falskog avec Björn Ulvaeus et Benny Andersson avec Annie Freda Lyngstad. Leurs histoires d'amour faisaient partie du charme d'ABBA au début des années 1970. Les fans adoraient l'idée que les mêmes personnes qui chantaient des chansons d'amour sur scène rentraient chez elles ensemble le soir. Agnita a rencontré Björn en 1968 quand il était avec les chanteurs de Houdini. Ils se sont mariés juillet 1971 avec Benny jouant de l'orgue à leur mariage.
Ils ont eu leur fille Linda, 1973, et leur fils Peter, 1977. Mais la gloire n'a pas toujours été tendre. Les tournées et la pression constante ont mis à rude épreuve leur mariage. 1979, au sommet du succès d'ABBA, ils se sont séparés. La rupture a été douloureuse pour Agnetha, qui a déclaré plus tard qu'elle avait besoin d'une thérapie. Des rapports affirment que Björn avait une nouvelle petite amie, Lena Kerjo, moins d'une semaine. Vers cette époque, Björn a écrit « The winner takes it all », ce qu'Agnetha a chanté avec des lignes comme « Dis-moi, est-ce qu'elle embrasse comme je t'embrassais ?» Elle a admis que c'était émouvant, mais a dit « C'était fantastique de faire cette chanson parce que je pouvais y mettre tellement de sentiments. » Alors qu'ils ont dit aux médias que c'était un divorce heureux, Agnetha a dit plus tard « Évidemment, nous savons tous qu'il n'y a pas de divorce heureux, surtout quand il y a des enfants impliqués. » L'histoire de Benny et Freda a commencé en 1969 et ils vivaient ensemble 1971. Ils ne se sont mariés que octobre 1978, lorsque ABBA était à son apogée. Mais seulement 2 ans plus tard, 1981, ils se sont séparés. Benny a dit aux journalistes qu'ils étaient toujours amis, mais la vraie raison est devenue claire. Il avait rencontré une autre femme, la productrice de télévision Mona Norlett, qu'il a épousée en 1981. Freda a dit qu'ils avaient décidé d'être complètement honnêtes au sujet de leurs problèmes. Elle a expliqué « Nous nous sommes simplement éloignés l'un de l'autre. La rupture est devenue une nécessité. Comme Agnetha et Björn, ils ont essayé de continuer dans ABBA après leur séparation, mais la chimie avait changé. » 1982, les 2 mariages étant été terminés, et la période dorée d'ABBA aussi, la vie après les ruptures. Quand ABBA a pris fin, Björn et Benny sont restés occupés et ont connu un énorme succès. Ils ont écrit la comédie musicale à succès Chess, ont travaillé sur Mamma Mia pour la scène et le cinéma, et ont produit de la musique pour d'autres artistes. Leur renommée et leur fortune ont continué de croître, valant chacun des centaines de millions. Les vies de Freda et Agnetha ont pris une voie différente, loin des projecteurs et remplies de luttes personnelles. Agnetha a lutté contre la peur de la scène, la peur de voler et la douleur d'être loin de ses enfants pendant les tournées. Sa timidité et son anglais plus faible que les autres l'ont fait se sentir moins confiante publique. Après sa séparation avec Björn, elle a eu plusieurs relations, notamment avec un psychiatre qui avait autrefois essayé de sauver son mariage et un détective qui protégeait ses enfants contre les menaces d'enlèvement. Elle s'est remariée en 1990 avec le chirurgien Thomas Sonnenfeld, gardant cela secret jusqu'à leur divorce 3 ans plus tard. La tragédie a frappé lorsque sa mère s'est suicidée, suivie de la mort de son père 1 an plus tard. Agnetha est devenue plus renfermée, évitant la vie publique et même la musique. Dans l'un des rebondissements les plus étranges de sa vie, elle a commencé une relation avec Guy van der Graaf, un fan néerlandais qui l'avait harcelée pendant des années. Elle a admis plus tard « J'ai senti que je ne pouvais plus résister. Je voulais le connaître. » La relation s'est mal terminée avec GE qui est revenu la harceler après leur séparation, ce qui l'a amené à demander la protection du tribunal. Agnetha a finalement déménagé au plus profond de la campagne suédoise, vivant dans l'isolement un peu comme la légende suédoise Greta Garbo, disant même à un moment donné « Je veux être seule ». Pendant des années, elle n'a pas chanté ni même écouté de musique jusqu'à ce qu'elle surprenne les fans 2004 avec un nouvel album, My Coloring Book. Mais tout aussi rapidement, elle s'est retirée à nouveau de la vie publique, le voyage de Freda à travers la perte et le changement. L'histoire de Freda portait ses propres ombres. Elle était l'enfant d'une romance de guerre entre sa mère norvégienne et un soldat allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa mère, Siné, n'avait que 16 ans lorsqu'elle a rencontré Alfred, un sergent marié de la Wehrmacht. La nourriture était rare et il lui a apporté un sac de pommes de terre, un cadeau qui a conduit à une brève relation. Freda est née en 1945, mais son père a été renvoyé à Allemagne avant de la rencontrer. Confronté à la honte publique norvège, Siné s'est enfui Suède avec bébé Freda et sa mère, Agni. Tragiquement, Siné est décédée d'une insuffisance rénale à 21 ans, laissant Freda être élevée par sa grand-mère.
Elle a grandi croyant que son père s'était noyé jusqu'à ce qu'une réunion soit organisée en 1977 après que sa nièce l'ait reconnu grâce à une interview. La rencontre a été de courte durée avec Freda disant « Il est difficile d'avoir un père quand on a 32 ans ». Au moment où elle a rencontré Benny en 1969, Freda avait déjà été mariée et divorcée avec 2 enfants de son premier mariage. Elle et Benny se sont mariés en 1978, mais après leur séparation en 1981, elle a été profondément blessée de le voir épouser quelqu'un d'autre si rapidement. Après la fin d'ABBA, elle a déménagé à Londres, puis s'est installée Suisse. 1992, elle s'est mariée dans la royauté allemande, devenant son Altesse Sérénissime, la princesse Annie Forrest de Reuss. Mais la tragédie l'a suivie. Sa fille de 30 ans a été tuée dans un accident de voiture à New York en 1998, et l'année suivante, son mari, le prince Henrik, est décédé d'un cancer. Freda s'est retirée de la vie publique, disant que sa foi l'avait aidée à surmonter la douleur. Ces dernières années, elle a retrouvé le bonheur à Zermatt, Suisse, avec le vicomte Hamilton, héritier de la fortune de W.H. Smith, le long chemin vers la Réunion. Après la séparation d'ABBA, l'idée d'une réunion est devenue la question la plus posée dans la musique. Des offres ont afflué, y compris un rapport de 1 milliard de dollars au début des années 2000 pour une série de concerts qu'ils ont refusés. Pendant des décennies, ils n'ont été vus ensemble que lors d'événements rares comme la comédie musicale Mamma Mia et les premières de films. Mais 2018, quelque chose a changé. Tous les 4 ont commencé à parler de travailler à nouveau ensemble. Au début, ils ont prévu seulement 2 nouvelles chansons, mais cela s'est transformé en un album complet, Voyage, sorti 2021. Björn s'est souvenu du premier jour de retour studio, 10 ans, j'ai regardé autour de moi, et j'ai regardé dans les yeux d'Agnea et les yeux de Freda, et il y avait le même genre de sentiment, la chaleur et l'amitié et les liens. Ils ont également annoncé une expérience de concert de haute technologie avec des avatars numériques se produisant à Londres, donnant aux fans une nouvelle façon de voir le groupe. ABBA Voyage, une scène moderne pour une musique intemporelle. ABBA Voyage a ouvert ses portes pour la première fois 2022 et ce n'est pas votre concert typique. Au lieu que le groupe se produise direct, les fans regardent des avatars numériques des 4 membres tels qu'ils étaient dans leur jour de gloire des années 1970. Le spectacle holographique se déroule à l'intérieur d'une aréna construite sur mesure dans le Queen Elizabeth Park de Stratford à Londres, le site des Jeux Olympiques de 2012. La liste des chansons est remplie de favoris de la foule comme Dancing Queen, Waterloo et Mamma Mia, et la production de haute technologie donne l'impression qu'ABBA est juste là dans la pièce. Le projet a été un énorme succès tant auprès du public que sur le plan financier. Selon un nouveau rapport, ABBA Voyage a injecté 322 millions de livres sterling dans l'économie britannique avec plus d'1 million de billets vendus à des prix allant jusqu'à 150 livres sterling. Et ce ne sont pas que des chiffres. Le spectacle a maintenu la musique d'ABBA vivante pour les nouvelles générations, tout donnant aux fans de longue date un frisson nostalgique. Pour le 3e anniversaire, à partir du 27 mai, la production a introduit un petit quelque chose de plus à la liste des chansons, donnant aux visiteurs de retour une nouvelle raison de revenir. Alors qu'Anata Falskog et Björn Ulvaeus n'ont pas pu être présents pour l'anniversaire, l'apparition de Benny et Freda a donné à la célébration une touche émotionnelle. Cela a montré que même après des décennies, des ruptures et des changements de vie, l'histoire d'ABBA continue d'être écrite non seulement à travers leur musique, mais aussi dans des moments comme ceux-ci, où le passé et le présent se tiennent ensemble sur la même scène. Parlant de cela, le 27 mai 2025, quelque chose de spécial s'est produit lors du spectacle Voyage d'ABBA à Londres. Les paroles sincères de Benny sur Freda, Benny Andersson, maintenant âgé de 78 ans, et son ex-femme et camarade de groupe, Freda Lyngstad, âgée de 69 ans, ont fait une apparition surprise pour marquer le 3e anniversaire du concert. La foule s'est déchaînée lorsqu'elle a vu les 2 debout ensemble sur le balcon, une vision rare depuis la fin de leur mariage il y a plus de 4 décennies. Benny, dans un blazer imprimé, et Freda, vêtue d'une tenue crème chic, se tenaient côte à côte alors que les acclamations remplissaient la salle. Prenant le micro premier, Freda a souri chaleureusement et a dit au public « Je vous aime beaucoup, merci pour tout votre soutien au fil des ans ».
Il est difficile d'imaginer que c'est il y a près de 50 ans. Elle a ensuite ajouté riant « Je vais avoir 80 ans cette année », ce qui a déclenché des applaudissements encore plus forts. Ces paroles ressemblaient à un pont à travers les années, reconnaissant le long voyage depuis les débuts d'ABBA jusqu'à ce moment. Benny s'est alors avancé et au lieu d'un commentaire sérieux, il a détendu l'atmosphère avec un deux hommes entrent dans un bar enjoué, faisant éclater Freda de rire. Pour les fans, c'était plus qu'une simple blague, c'était un rappel de leur connexion facile et de leur histoire ensemble. Ils s'étaient rencontrés pour la première fois 1969, avaient emménagé ensemble peu de temps après et s'étaient mariés 1978 au sommet de la renommée d'ABBA. Mais rester ensemble, tout faisant partie de l'un des plus grands groupes du monde, s'est avéré difficile. 1981, leur mariage avait pris fin et le divorce a été finalisé l'année suivante. À l'époque, Benny a admis « Freda et moi sommes toujours amis. Nous avons décidé de rester ensemble pour le bien de la musique. » Freda a expliqué honnêtement « Nous nous sommes simplement éloignés l'un de l'autre. Après de longues et difficiles discussions, nous avons décidé de suivre nos propres chemins. Il y a eu beaucoup de larmes et beaucoup de discussions, mais il n'y avait pas de retour arrière. La rupture est devenue une nécessité. Leur apparition à Voyage et le moment chaleureux et léger de Benny était le genre de geste public qui ressemblait à une révélation discrète sur le respect et l'affection qui subsistent encore entre eux. Alors qu'ABBA Voyage continue sa série à guichet fermé à Londres, Benny Andersson et Björnas font des vagues à Broadway. Plus tard 2025, deux de leurs plus grands succès sur scène, Mamma Mia et Chess, se joueront même temps. Mamma Mia a été créé à Londres 1999, est arrivé à Broadway 2001 et a depuis été vu par plus de 70 millions de personnes dans 50 productions, 16 langues. Elle est devenue la 9e comédie musicale la plus jouée à Broadway avec 14 ans, 5,773 représentations et des recettes de plus de 7 milliards. Elle revient maintenant au Winter Garden Theatre pour une série limitée du 2 août 2025 au 1er février 2026. Chess, co-créée dans les années 1980, la rejoindra sur la scène de Broadway et la présence simultanée des deux spectacles met évidence la force durable du partenariat de Benny et Björn, un lien créatif qui a prospéré malgré la séparation d'ABBA et les défis personnels, continuant à connecter leur musique à des générations de fans dans le monde entier. Pensez-vous que les mariages et les divorces d'ABBA ont été la principale raison de la séparation du groupe ou que cela se serait produit de toute façon ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et de rester à l'écoute pour d'autres histoires incroyables de l'histoire fascinante d'Hollywood. À la prochaine fois.